Bon, il faut savoir que la plupart de mes entraînements, je les fais en allant en vélo au bureau, hein. Donc c'est comme ça que j'arrive à accumuler des kilomètres, entre 40 et 45 000 kilomètres par an, hein. Tu viens de le dire. L'entraînement mental, c'est ça. C'est d'avoir cette routine, de faire du vélo tous les jours, 2-3 fois par jour, de cette discipline. Voilà, c'est la base. Il fait ma force mentale, je pense. En course, il faut connaître son corps, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. À un moment donné, il faut savoir s'il y a un concurrent qui te dépasse. Voilà, il faut savoir dire non, je ne vais pas le suivre, je vais le laisser et je vais gérer mon effort. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec un ultra cycliste. Et oui, une fois n'est pas coutume, on a déjà eu quelques ultras sur ce podcast, que ce soit des hommes mais même des femmes. Je suis très content de pouvoir tendre le micro à Ralph Dizeviscourt. Salut Ralph. Bonjour. Bon Ralph, on entend une petite pointe d'accent dans ton bonjour. T'aurais même pu nous dire moyenne. Je te laisse peut-être te présenter et nous dire d'où tu viens, où tu vis, qu'est-ce que tu fais. Dis-nous tout sur Ralph Dizeviscourt avant qu'on rentre beaucoup plus dans le détail du Ralph sportif. Ça marche. Donc mon nom c'est Ralph Dizeviscourt, je suis luxembourgeois, j'habite au Luxembourg, je suis né au Luxembourg, un des rares luxembourgeois, disons, on est de moins en moins nombreux. Un des entre guillemets vrais luxembourgeois, c'est-à-dire né au Luxembourg, grandi au Luxembourg, vécu au Luxembourg. Tout à fait. Là, j'ai 47 ans, je suis marié, père de 2 filles, je travaille dans le secteur financier depuis 25 ans maintenant. Voilà, je me suis lancé dans l'ultracyclisme il y a à peu près 10 ans. Avant ça, je faisais des courses amateurs, entre guillemets, normales, pardon. Et puis voilà, peu à peu, je me suis lancé dans les distances un peu plus longues. Et depuis 2014, en fait, je fais des compétitions dans l'ultracyclisme. Bon, écoute, on va revenir là-dessus. Tu disais qu'avant, tu faisais des compétitions un peu plus normales. T'étais sur des compétitions de cyclisme local, national, international? Un peu de tout. Donc, il faut dire que je me suis lancé en fait très très tard dans le milieu du vélo de compétition. J'ai commencé les courses à l'âge de 27-28 ans, donc ce qui est déjà assez tard, hein. J'ai donné priorité d'abord à mes études, puis je me suis lancé dans la vie professionnelle et c'est seulement à partir de ce moment-là où voilà, j'ai pu trouver un certain rythme de vie qui m'a permis de m'entraîner correctement. Et bon, à ce moment-là, voilà, je me suis lancé dans les courses cyclistes. À cet âge-là, évidemment, c'est pas évident, hein, c'est assez dur. On n'est pas habitué au rythme, même si on s'est roulé en vélo. Bon, les courses, c'est quand même différent, hein, on ne sait pas se positionner dans le peloton, etc. Donc là, il y a vraiment des années d'apprentissage à faire, hein, avant de s'y retrouver. Et, bon, j'y suis arrivé. J'étais 5 fois champion du Luxembourg en contre-la-montre chez les non-professionnels. J'ai pu faire le Tour du Luxembourg, qui est une course avec les pros, où j'ai roulé en équipe nationale. Voilà, je pense que j'ai fait une belle carrière à ce niveau-là. Et bon, au bout de 8-9 ans, j'approchais de la quarantaine. Voilà, j'étais père de famille. Et lorsque tu vois comment les jeunes ils sont motivés et quels risques ils sont prêts à prendre, voilà, on commence à se poser des questions. Et voilà, c'est un peu ça aussi ce qui m'a poussé vers l'ultra après. Sachant que voilà, j'avais toujours une préférence pour les épreuves un peu plus longues, pour les parcours un peu plus accidentés, voire montagneux. Donc ça convenait mieux à mon gabarit. Bon, je ne suis pas vraiment un vrai grimpeur maintenant, mais
disons, habitant dans les Ardennes, dans l'Eislik, comme on dit chez nous, voilà, je suis habitué à monter les côtes et c'était plutôt sur ces parcours-là où je me retrouvais à l'aise. Ouais, après, j'ai vécu quelques années au Luxembourg. Les Ardennes luxembourgeoises, c'est pas les Alpes non plus. Faut pas exagérer. Non, c'est pas les Alpes non plus, mais bon, tu sais quand même accumuler du dénivelé Bien dans tes sûr. entraînements. Et sur les courses, bah là, souvent, c'est des parcours plats, c'est roulant, c'est des critériums, mais bon, ça n'a jamais été vraiment mon terrain de prédilection. Tu nous as dit que tu découvres le vélo assez tard, en fait, un peu avant la trentaine. Avant, tu faisais d'autres sports, même en amateur? Non, pas vraiment. Disons, avant, je faisais aussi du vélo, mais c'était vraiment du pur loisir, hein. Donc, bon, je faisais peut-être quelques randonnées, mais pas de compétition, hein. J'avais pas d'esprit de compétiteur avant, en fait. Et je n'ai pas fait d'autres sports, enfin, de compétition avant. Enfin, j'ai peu joué au tennis de table, enfin, ce qu'on peut faire en tant que gamin, voilà, mais rien d'extraordinaire, hein. Comment est-ce que, justement, un peu avant la trentaine, tu dis, tiens, je vais goûter le vélo. Est-ce que c'est juste une question d'opportunité? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment t'a animé? Est-ce que tu as tout de suite voulu rentrer dans le sport du vélo ou tu étais plutôt en mode cycliste du dimanche? Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça. Bah, disons, ce sont plutôt des copains à moi avec qui je roulais, voilà, le dimanche, hein, qui m'ont dit voilà, tu as quand même un bon niveau, essaye au moins, enfin, qui sait, à mon avis. Donc, ils me disaient, tu vas bien te débrouiller, etc. Et alors, j'ai hésité vraiment longtemps et j'ai fini par craquer, en fait, hein, et bon. Et comme j'ai dit, les débuts sont durs, hein, mais d'autant plus à cet âge-là. Donc là, tu cours contre des mecs voilà, qui font ça depuis 10 12 ans. Voilà, c'est compliqué, hein. Comme j'ai dit, hein, le rythme, le positionnement devant le plateau, etc., ça s'apprend, mais c'est plus facile lorsque tu as 10 12 ans, je dirais. Et malgré tout ça, tu persévères, tu fais quand même des courses, tu as dit 5 fois champion du Luxembourg, tout en ayant en plus un job et en étant papa. Donc tu n'es pas professionnel. Non, non, jamais été. Mais je dis aussi heureusement, parce que bon, faire que du vélo, ça, je pourrais pas m'imaginer non plus, hein. Donc, pour moi, c'est un bon moyen de décompresser, voilà, de changer d'idée, de rester en forme aussi. Et, bon, il faut savoir que la plupart de mes entraînements, je les fais en allant en vélo au bureau, hein. Donc, c'est comme ça que j'arrive à accumuler des kilomètres. Donc, je fais entre 40 et 45 000 kilomètres par an, hein. Non mais t'habites où? T'habites à Nancy ou comment tu fais pour faire autant de bornes juste en faisant du vélo taf? Donc, j'habite dans le nord du Luxembourg, près d'une petite ville qui s'appelle Wiltz, la ville où je suis né. Et puis, bon, je travaille à Luxembourgville. Et le chemin le plus direct, ça fait 60 kilomètres. Donc, comme ça, au moins, tu as une bonne centaine de kilomètres au moins tous les jours, plus éventuellement une sortie à midi. En été, je rallonge un peu le matin. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive à faire des semaines à 800, 900. En haute saison, maintenant, ça peut aller jusqu'à 1200, 1400 km par semaine. Et ça, presque en mode vélo taf. Mais du coup, tu dois partir tôt le matin et rentrer tard le soir, non? Pour réussir à caler 100 bornes par jour plus le boulot. Ouais, non, le matin, je me lève à 4h30 et j'essaie de partir autour de 5h. Comme ça, je peux faire au moins 2 heures, 2h30. Comme j'ai dit, maintenant en été, je peux même rallonger jusqu'à faire 3 heures, une centaine de kilomètres le matin. Donc, et le soir, par contre, là, j'essaie de rentrer quand même pas trop tard et de quitter le bureau à une heure raisonnable, quoi, pour être à la maison et m'occuper. Et puis le soir, disons, la chance que j'ai, que voilà, j'ai une épouse qui joue le jeu et donc on a trouvé un moyen d'organisation au niveau de la famille qui tourne depuis des années. C'est mon épouse qui s'occupe des filles plutôt le matin, moi je prends le relais le soir et donc il faut vraiment avoir voilà, évidemment, un partenaire qui donne le support nécessaire aussi, hein, parce que sinon, c'est pas possible, c'est clair. Et ça, tu le fais tous les jours? C'est-à-dire tous les jours, tu vas au bureau en vélo et tu rentres du boulot en vélo. Alors, on le rappelle, t'habites pas à Nice, hein, t'habites à Luxembourg. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Luxembourg, il y a
2 jours de beau temps par... Non, j'exagère. Non, mais bon, voilà, c'est comme le nord de la France, quoi. En gros, il fait beau de avril à septembre, parfois octobre. Le reste du temps, c'est froid, pluie, parfois neige, parfois Ouais, verglas. ouais, ouais, par tous les temps, toute l'année. Et comme tu dis, voilà, on n'est pas vraiment gâté avec la météo ici, mais voilà, on s'y habitue. Donc tu fais une petite dizaine d'années où tu fais du cyclisme amateur plus, 5 fois champion du Luxembourg. Et ensuite, comment tu arrives sur l'ultra? Au tout début, c'est vraiment un peu un hasard parce que c'était en 2011, j'ai eu un accident à l'entraînement en vélo et du coup, j'ai raté enfin, mon début de saison avec toutes les courses qui d'habitude sont prévues à ce moment-là. Et après, voilà, j'étais à la recherche d'un challenge pour l'été et je suis tombé sur le Tour du Mont Blanc. Peut-être une course que tu connais, Ouais. de 330 km autour du massif du Mont Blanc. Et bah, je me suis dit, allez, je vais tenter ça, je vais essayer. Et voilà, j'y suis allé. J'ai remporté la course sous des conditions climatiques dantesques. Enfin, il pleuvait, il neigeait, c'était affreux. Et je voulais avec Éric Le Blaché, qui avait gagné l'édition précédente, j'ai réussi à le battre. Lui, il finit deuxième. Bon, on est bons copains depuis. Et c'est comme ça que j'ai un peu pris goût. Donc en 2011, j'ai gagné. J'y suis retourné en 2012 où j'ai établi un nouveau record sur le parcours. Et voilà, comme ça, j'étais lancé. Mais bon, à ce moment-là, je ne pouvais pas encore m'imaginer un jour faire rouler toute une nuit. Pour moi, à ce moment-là, c'était encore inimaginable. Hein. Ouais, parce que 330 kilomètres, bon, sur du plat, ça se fait en quelques heures. Quelques heures, j'exagère, hein. On n'est pas loin de quelques dizaines d'heures. Par contre, 330 bornes autour du Mont Blanc, le record que tu avais établi, il était à combien d'heures? Bon, c'était le record à ce moment-là, c'était 11h30. Avec un départ, À 5h du matin, il y a 8000 de dénivelé, je pense, à peu près. ouais. Ouais, donc 7 heures du matin, voilà, à 20 heures, il y a déjà une bonne partie des participants qui commencent à être arrivés. Mais là, t'es pas encore, tu déroules pas encore sur la nuit. Et justement, quand est-ce que tu commences à basculer vraiment dans l'ultra? 330, c'est du long, c'est du presque ultra, mais pour moi, l'ultra, c'est au-delà, c'est à partir de 500 bornes, quoi. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. C'était plutôt, disons, la porte d'entrée. Et donc, je disais, en 2012, j'ai battu le record. Et puis en 2013-14, je me suis fait battre à chaque fois. Et j'ai remarqué que sur la fin, je réduisais à chaque fois l'écart par rapport au vainqueur. Et donc là, j'ai commencé à me dire, bah, peut-être c'est trop court. Et puis, j'avais un copain luxembourgeois qui, lui, faisait déjà des courses ultra à ce moment-là. Et Race Across the Alps en l'occurrence. Et voilà, je me suis dit que, bon, allez, si lui, il peut le faire, c'est jouable. Pourquoi pas l'essayer aussi? Et c'est comme ça que je suis arrivé au Raid Provence Extrême à l'époque. C'était en 2014 ou 13 où j'ai fait ma première apparition sur le Raid Provence. Et ça, c'était 600 km. Hein. Je pense que c'est une course qui aujourd'hui n'existe plus, malheureusement. C'était un très beau parcours avec le Ventoux, enfin, les Alpes, Montagne du Lure, etc. Mais là, j'ai souffert. Hein. Donc là, j'étais vraiment encore très débutant dans la discipline. Et, bon, donc là aussi, j'ai fait mes apprentissages pendant les premières courses. C'est marrant parce que tu vois, j'ai la même impression, alors un petit peu plus tôt, mais j'ai la même impression sur le triathlon. Moi, j'ai presque ton âge, donc on peut dire on est plutôt jeune, hein, malgré tout, même si on n'a pas encore passé la cinquantaine. Et je me souviens quand j'avais 18 ans, que je faisais du triathlon, on me dit, oh, triathlon, oh, truc de fou. Bon, maintenant le triathlon c'est tellement mainstream. Enfin, qui n'a pas fait un Ironman presque? Et c'est pareil sur l'ultra, tu vois, on en parle, on se dit 2014, 2015, 600 bornes, c'était super dur, c'était une course, vous étiez pas beaucoup, quoi. Maintenant, t'as presque l'impression que quel ultracycliste n'a pas fait sa Race Across France, voire sa Race Across America. J'exagère, évidemment, je grossis le trait, mais c'est impressionnant ce switch qu'il peut y avoir sur l'endurance longue, voire l'ultra-distance. Ouais. Et enfin, en tout cas, dans mon cas de figure, hein, je parle pour moi, c'est vraiment un processus qu'il faut parcourir, où je pense physiquement et mentalement, et ça prend des années. Hein. Donc, tu ne vas pas faire du jour au lendemain une Race Across America, comme tu dis, mais
Donc là, moi, je suis persuadé que voilà, il faut mettre quelques années pour vraiment se sentir prêt, mentalement surtout, et puis aussi être prêt physiquement. Donc, je te propose qu'on continue un petit peu à dérouler le fil de ta carrière sportive. Et puis après, on reviendra justement sur ces éléments que tu abordes, c'est-à-dire être prêt physiquement, être prêt mentalement. Tu l'as dit aussi, avoir un partenaire ou une partenaire qui joue le jeu, qui t'accompagne, qui soit presque avec toi dans la préparation et dans les compétitions. Donc 2013 ou 14, ce premier Raid Provence, et t'en chies, parlons clairement. Qu'est-ce qui fait que tu continues et que tu deviens le Ralph Dizeviscourt qu'on connaît maintenant? Disons, la première participation au raid, là, j'ai eu pendant la nuit une collision avec un sanglier. Enfin, j'étais en tête de course et dans une des descentes pendant la nuit, voilà, il y a un sanglier qui passe la route. Et bon, je rentre dedans, je fais un petit tonneau, bon, je me relève, mais bon, j'avais mal au dos. Et puis, bon, le deuxième, évidemment, il me dépasse. Omar Di Felici, qui est aussi un très connu, hein, donc c'est lui qui gagne la course. Bon, j'arrive seulement 10 minutes après. Donc là, j'avais voilà, une revanche à prendre l'année suivante. Hein, mais je dis que voilà, si tu termines bien, ou disons si tu arrives à faire des résultats dès le début, voilà, moi ça m'a donné goût aussi. Enfin, il y a d'un côté les courses, je les vois un peu comme des aventures, comme des expériences, voilà, personnelles. Mais il y a quand même aussi l'esprit compétition qui compte pour moi. Hein. Donc, faire 500 km juste ça pour le plaisir, oui, c'est sympa, mais voilà, il manque un petit peu quelque chose. Donc, Dixit, le gars qui se fait 150 bornes par jour pour aller et revenir du boulot. Là, tu es tout seul, il n'y a personne qui vient concourir avec toi. Oui, mais là, je sais que c'est la préparation qu'il me faut, qui est nécessaire pour pouvoir faire les courses, pour pouvoir... voilà, arriver au résultat que je veux. Bien sûr, je te taquine. Donc t'as ta revanche à prendre et du coup, tu te réalignes l'année d'après pour prendre ta revanche et pour gagner, évidemment. Pour gagner, et puis voilà, après c'était lancé. J'ai fait, donc ça c'était typiquement au mois de mai-juin, et en septembre, là, il y avait une course dans les Dolomites qui s'appelait la Dolomitica. C'est une course aussi sur 600-700 km. Mais là, avec 17 000 mètres de dénivelé. Le ratio. Et c'était aussi une manche de qualification pour la RAM. Bon, ce qui à ce moment-là n'était pas du tout un critère pour moi. Enfin, RAM, la Race Across America, pour ceux qui... Et là, par surprise, comme j'ai déjà dit, hein, je ne suis pas un pur grimpeur, mais bon, je me débrouille plutôt bien quand même dans les bosses. Et là, j'arrive aussi à gagner devant Martio Bruseghин, qui à l'époque il venait juste de terminer sa carrière, et c'est l'ex-champion italien chez les pros. Et donc voilà, j'arrive à remporter la course, et du coup, voilà, j'étais qualifié pour la Race Across America. Et là, c'est le début d'une vraie histoire dans l'ultra. Voilà, après, tout de suite après la course, la RAM, c'était pas un sujet du tout, hein. Et bon, en rentrant à la maison, discutant avec mon épouse, elle me dit, c'est quand même sympa, réfléchis-y quand même. Et puis voilà, le projet est lancé, parce que là, je dis, c'est vraiment un projet. Hein. Après, il faut se mettre à la recherche de partenaires financiers, pour le matériel, etc. C'est toute une organisation, c'est déjà une épreuve en soi pour pouvoir se retrouver à la ligne de départ, je dirais, de la RAM. C'est plus la même chose. Et toutes ces premières courses que tu as faites, à partir de 330 bornes, à partir du Tour du Mont Blanc, est-ce qu'il y a une distinction entre pro et amateur, élite et groupe d'âge, ou là finalement on est tous dans le même bateau, tous dans le même bain, tous dans le même peloton en fait? Même bateau, maintenant en ultra, il y a sur presque toutes les courses, maintenant, il y a deux catégories d'âge. Hein. Il y a les en dessous de 50 ans et les plus de 50 ans. Bon, t'es encore en dessous, toi. Pour l'instant, je suis encore chez les jeunes, ouais. Et allons-y, restons sur ce projet Race Across America. Donc, t'en parles avec ton épouse qui te dit, regarde quand même. Tu vois, pour revenir sur le triathlon, c'est un peu comme quand tu obtiens une qualif pour Hawaï. Ta femme, souvent, elle te dit, regarde quand même, Hawaï, c'est sympa, les vacances, ça peut être cool, non? Non, mais voilà, là, je me sentais pas encore prêt du tout. Hein. J'avais pas d'expérience, j'avais juste roulé une nuit, donc
Sachant que la rame, voilà, tu es parti pour aller entre 8 et 12 jours. Hein, et donc ça, c'était en 2014 où je me suis qualifié. Et bon, je me suis dit là, 2015, c'est trop tôt. Et puis 2015, c'était un peu une année de transition. Je me disais, voilà, là, je veux faire un peu plus de courses, je veux gagner en expérience, je veux que mon équipe aussi, mon équipe d'assistance gagne en expérience également, parce que ça, c'est important aussi. Et donc là, j'avais fait Race Across the Alps, qui est très dur aussi, une course 500 km avec 13 000 de dénivelé. Bon, là, il y avait vraiment des purs grimpeurs. J'ai fini 3e. C'était déjà pas mal. Il y avait des purs grimpeurs, il y avait 2 purs grimpeurs, quoi, parce que toi, tu étais 3e. Et puis après, j'ai fait le tour de la Suisse, le tour, 1000 km. Donc ça, c'était une première pour moi où je roulais plus qu'une nuit, en fait. Hein. Et ça, c'était très instructif, disons, pour moi en tout cas. C'était très dur parce que là, on roulait donc 2 nuits d'affilée sans dormir. Là, c'est vraiment la première fois où j'ai senti le manque de sommeil avec des hallucinations, etc. Hein, avec tout ce qui va avec. Et tour, j'ai remporté également. Donc, et voilà, tout ça, ça m'a donné confiance pour la suite. Et donc, pour 2016, je me suis lancé dans la Race Across America pour la première fois. Parce que une qualif que tu obtiens pour la Race Across America, elle est valable jusqu'à ce que tu y ailles ou tu as une durée? Elle est valable 2 ans. Et une fois que tu as fini la course, la rame, tu es qualifié à vie. Donc, voilà, tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Ah, tu peux y retourner autant de fois que tu veux. Voilà. Ouais. Tu n'as plus besoin de te requalifier. Ouais, mais c'est parce que ce sont que les meilleurs qui y vont. Bah, comme j'ai dit, après, il y a toute la logistique à organiser aussi. Hein. Donc, rien que pour arriver à la ligne de départ, c'est déjà une réelle épreuve. Hein. C'est déjà très compliqué. Hein. Ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Et comment on organise ça, justement? Parce que tu l'as dit, il y a la partie logistique. Donc, il faut organiser la team qui va t'accompagner parce que c'est pas une course. Alors, c'est une course où tu es en solitaire. T'es le seul à pédaler sur le vélo. Par contre, t'es obligé d'avoir une assistance. Donc, comment t'organises cette assistance? Il faut trouver du monde qui est disponible. Il faut trouver du monde qui veut bien venir, bénévolement, gracieusement ou contre finance. Du coup, faut trouver aussi des partenaires financiers ou des sponsors, à moins que ton épouse travaille pour 2 et que vous puissiez vous le permettre. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ah voilà, il y a tout ça, comme tu dis, hein, il y a tout ça à mettre en musique. Hein, donc, je me suis mis à demander auprès de mes amis, de mes collègues, de ma famille, qui serait intéressé éventuellement à partir avec moi pendant 2 semaines aux États-Unis en juin 2016. J'ai envoyé je ne sais pas combien de demandes de sponsoring à gauche, à droite, plein de sociétés que je connais. J'ai écrit à tous les magasins vélos que je connaissais, etc. Et bon, après, ça s'est construit petit à petit. Hein, et donc, pendant longtemps, en fait, tu es dans l'incertitude hein, parce que tu ne sais pas est-ce que tu vas y arriver ou pas. Les budgets, bon, moi, je dis pour faire une rame correcte, il faut compter à l'époque, il fallait compter entre 30 et 40 000 euros hein, de budget. Si tu veux que ton équipe d'assistance n'ait pas de frais, donc en fait, bon, ils doivent prendre congé s'ils travaillent encore, mais sinon, tu ne vas pas pouvoir leur payer un salaire ou je ne sais pas quoi. Hein, mais voilà, c'est déjà un gros sacrifice comme ça. Mais au moins, comme ça, ils n'auront pas de frais liés au voyage, etc. Donc ça, c'était toujours un peu ma philosophie. Hein. Donc, s'il y a des gens qui viennent avec moi, voilà, je veux qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions. Parce que je sais, il y en a aussi d'autres qui le vendent, entre guillemets, comme un team building. Hein. Donc, ils cherchent des gens, ils leur disent, voilà, si vous venez, voilà, c'est super, c'est un team building, mais il faut payer vos frais. Donc, et ça, bon, c'était pas du tout... ma vision des choses. Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode.
Ce qui est pas énorme le budget que tu nous annonces, parce que à ce micro j'ai reçu aussi Philippe Moreau. Alors lui c'est sur la course à pied, ultra runner. Il a traversé l'Australie en courant et lui il nous annonce un budget pas loin des 100 000 euros à l'époque quand il l'a fait, parce que il se déplace avec 2 véhicules, il se déplace avec 4 ou 5 personnes en plus de lui. Il faut dormir tous les soirs pour lui et pour les autres, donc soit dans des hôtels, soit dans le camping-car. Donc voilà, ça fait pas le même budget. C'est vrai que la rame, bon déjà c'est plus rapide parce que la traversée des États-Unis en courant c'est 38 jours. Mais la rame, c'est entre 8 et 12, t'as dit. Et puis en fait, tout le monde dort en même temps que toi, c'est-à-dire jamais, quoi. Après, ça dépend de l'organisation de ton équipe d'assistance. Donc, moi, typiquement, j'avais, disons, 9 personnes, 3 dans le camping-car et 2 fois 3 personnes qui me suivaient dans la voiture. Donc, ça, c'était un peu toujours notre organisation. Et après, oui, tu as les vols, tu as les voitures de location. Mais bon, on dormait toujours dans le camping-car, donc on n'avait pas d'hôtel, en tout cas sur la route. Après, évidemment, au départ et à l'arrivée, oui. Et le budget le plus important, c'est pour les vols, clairement. Hein. Et ça, bon, les prix des vols ont flambé dernièrement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le budget est largement au-dessus de 50 000 euros. Ouais. Et donc, du coup, tu pars pour cette Race Across America 2016. Raconte-nous tout. Comment ça se passe? Fais-nous vivre un peu déjà le jour du départ. Le jour du départ, tu étais juste content de pouvoir partir parce que tu n'attends que ça. Tu as préparé ça pendant des mois, pendant des années. Tu as investi beaucoup d'énergie là-dedans. Donc voilà, tu veux juste que tu te lances sur ton vélo, que tu puisses découvrir ce beau pays. Et tu pars complètement dans l'inconnu parce que, bon, à ce moment-là, j'avais fait quelques courses déjà avant, comme j'ai dit, hein, mais voilà, une rame, c'est quand même autre chose. On parle de 5000 km. Bon, le dénivelé, c'est pas tellement impressionnant, c'est 50 000. Sur la distance, ça va. Mais après, la rame où j'avais vraiment peur, c'était vraiment les conditions climatiques. Hein. D'autant plus que, voilà, comme je travail, je ne pouvais pas me permettre de prendre congé pendant 1 mois ou 2 mois pour pouvoir m'acclimatiser de l'autre côté, la chaleur, éventuellement même à l'altitude. Donc voilà, on partait un peu en touriste, je dirais. On débarquait là-bas 2-3 jours avant et je me mettais sur le vélo et je partais. Donc, et c'est vraiment, enfin pour moi, le plus dur sur cette course-là, c'est vraiment le changement des conditions climatiques. Hein. Donc tu passes à la côte, il fait agréable. Après, au bout de 2-3 heures, tu te retrouves déjà dans le désert où tu as 35-40 degrés. Et puis tu passes dans les Rocheuses où voilà, tu peux avoir de la neige même en été. Après, il y a les plaines du Midwest au Kansas où ça a des longues lignes droites de 80 km. Donc c'est affreux. Si là, tu as encore plus vent de face, voilà, tu meurs, hein, c'est terrible. Et puis, sur la fin, tu as le massif des Appalaches où tu as les pentes les plus raides. En fait, là, tu as des montées à 15-20%. C'est un peu comme les Vosges. Je compare toujours aux Vosges. Et ça, c'est au bout de 4500 km. Donc, on n'est plus tellement frais. Donc, pour moi, la première expérience était vraiment dure. D'autant plus, j'avais un peu des soucis de santé parce que, bon... Là aussi, c'est un peu manque d'expérience. On partait trop vite, on regardait trop les concurrents. Donc, je me battais pour la tête de la course avec un Allemand qui a fini par gagner après, Pierre Bischoff. Et du coup, j'arrivais dans les Rocheuses. J'étais déjà trop fatigué. Mon corps avait déjà trop souffert. Et puis, il y a eu du liquide qui s'est accumulé dans mes poumons. J'ai eu j'étais vraiment très près de l'abandon à ce moment-là. Hein. Donc, j'ai dû m'arrêter pendant presque une demi-journée. On a pris une chambre d'hôtel. J'avais un médecin dans l'équipe d'assistance pour surveiller mon état de santé. Je pense que ça, c'est primordial sur une telle course. Et voilà, donc il a pris la décision. Allez, on va maintenant faire une pause et puis on va voir si on peut continuer ou pas. Et on était vraiment... il me donnait 5-10% de chance de pouvoir repartir après 12 heures. Et puis, on est reparti la nuit où il faisait un peu plus frais. Il y avait, tu n'avais pas la grosse chaleur de la journée. Et j'ai réussi à récupérer un peu après. Et voilà, sur la fin, à ce moment-là, évidemment, j'avais toujours en tête de faire une belle place, évidemment, sur la course, un podium
pourquoi pas gagner, parce que cette année-là, le grand favori de toujours, Christophe Strasser, n'était pas là. Donc, mais là, au bout de 2-3 jours, voilà, j'étais confronté à la réalité, à la dure réalité, et voilà, le classement, il était vraiment secondaire. Hein, donc, la priorité, c'était à ce moment-là, enfin, déjà de rallier la ligne d'arrivée. Bah, vas-y, je te laisse continuer et nous raconter un petit peu justement comment ça se passe. Comme après, donc j'ai miraculeusement réussi à récupérer. Enfin, on a mieux géré, je dirais, notre effort. On a fait des pauses plus régulièrement. Donc, on roulait surtout la nuit et pendant les grosses chaleurs de la journée, on faisait nos siestes. Et ainsi, j'ai réussi à remonter dans le classement un par un. Puis, bon, j'ai quand même fini 4e en non, c'était quoi, 10 jours et demi à peu près. Ouais, 10 jours, 11 heures et quelque chose. Attention, hein, j'ai mes fiches. 10 jours, 18 heures et 19 minutes. Attention. Voilà. Et puis, bon, à l'arrivée, voilà, tu es quand même content de l'avoir faite. Hein. Il y a un énorme soulagement, une énorme satisfaction. C'est génial. C'était une très belle aventure aussi avec l'équipe. Enfin, il y avait une bonne entente, une bonne ambiance au niveau de l'équipe, ce qui est vraiment très important aussi. Hein. Et voilà, en fin de compte, on a passé une superbe semaine ou 2 semaines aux États-Unis avec l'équipe. Bon, après, t'en profites pas trop des États-Unis pour le coup. Là, t'es vraiment focus sur ta course. Mais quand tu finis 4e, enfin, quand tu finis, parce que quel que soit le classement, sur une course comme ça, l'important, c'est de finir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu célèbres? Est-ce que tu fais la fête pendant 2 jours? Ou est-ce que tu dors pendant 2 jours pour récupérer de tout ça? Bizarrement, ouais, on a vraiment du mal à s'endormir par après. Enfin, pendant la course, tu te dis, voilà, à l'arrivée, je vais dormir pendant une semaine. Non, enfin... J'avais vraiment du mal à retrouver un rythme de sommeil normal après. Hein. Donc là, il m'a fallu quelques semaines, même à la maison, pour retrouver un rythme à peu près normal. Et sinon, oui, on a fait la fête, évidemment, avec l'équipe. On a fêté ça comme il faut. Hein. Et à quel moment tu te dis, allez, je crois que j'ai trouvé ma voie, l'ultracyclisme, c'est vraiment pour moi, et puis que t'enclenches la suite? Je dirais déjà après la première course, hein, comme je suis resté là, j'ai abandonné après, donc ça je ne l'avais pas encore dit, mais j'ai continué encore un peu en parallèle les courses amateurs jusqu'en 2014 à peu près. Mais bon, les entraînements ne sont pas vraiment compatibles. Hein. Si tu veux t'entraîner pour des courses du dimanche, voilà, éventuellement le vendredi ou le samedi, il faut un peu lever le pied. Alors que si tu veux faire de la longue distance, il faut quand même faire des kilomètres. Donc, c'était un peu une situation délicate pour moi. Et comme j'avais, au bout des 10 ans dans le milieu amateur, je me suis dit, voilà, tu as fait le tour, tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. De toute façon, il n'y avait jamais d'ambition, comme j'ai déjà dit avant, pour passer pro. Et je voulais passer à autre chose. Et voilà. Je pensais que voilà, j'étais plus prêt à prendre les risques aussi, comme j'avais dit avant, pour faire ces courses amateurs nerveuses. Plutôt faire de l'ultra où tu es tranquillou, toi, tout seul sur ton vélo, il n'y a personne autour, même s'il y a parfois un sanglier qui traverse la route. Mais... Ouais, j'imagine. Ouais. C'est pas le même effort, c'est pas les mêmes risques non plus. Disons que sur l'ultra, tu prends le risque de la fatigue, de la blessure. J'avais reçu sur le podcast aussi Perrine Fage qui nous expliquait que des fois elle roule jusqu'à ce que boum, elle tombe parce qu'elle s'endort sur le vélo, quoi. Pour ça, il faut éviter. Hein. Il faut éviter d'arriver à ce stade-là. Comment tu gères ça, toi d'ailleurs? Comment est-ce que tu arrives à gérer ton corps, ton mental, pour savoir jusqu'où tu peux aller avant de t'arrêter? Pour moi, la première priorité reste quand même la sécurité. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait beaucoup de pauses par rapport à des concurrents directs. Hein. Si on prend un Christophe Strasser qui fait une rame avec 7-8 heures de sommeil en tout, ça, moi, je ne peux pas le faire. Hein. Donc, je sais que j'ai besoin d'1 à 2 heures toutes les nuits. Donc, je préfère rester lucide et prendre moins de risques, éventuellement finir 2e ou 3e, que de tout risquer pour gagner la course. Hein. Donc, ça, pour moi, c'est clair et net. Hein.
première priorité, c'est toujours d'arriver sain et sauf à la ligne d'arrivée. Pour moi, c'est primordial. Et comment tu gères ça justement? Parce que j'imagine que pour faire des courses comme ça, d'ultra, il faut avoir un mental d'acier. T'en parlais tout à l'heure. Ce qui te permet d'en être là où t'en es aujourd'hui, c'est la préparation physique, mais c'est aussi le mental. Et c'est tout ce que tu mets évidemment encore en plus autour, l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, l'organisation familiale, etc. Mais comment est-ce que tu fais mentalement pour savoir jusqu'où tu peux aller? J'entends que t'es plutôt un profil à ne pas tout risquer ou ne pas aller sur des risques démesurés. Mais justement, comment tu calcules les risques? Comment tu sais que à 23h39, tu avais prévu de rouler jusqu'à 23h59, tu dis non, bah quoi, c'est bon. Là, 20 minutes plus tôt, j'arrête 20 minutes plus tôt, je repartirai 20 minutes plus tôt, mais là, il faut que j'arrête parce que sinon, je perds en lucidité. Bah, disons, au fil des années, là, je pense que je peux dire que je connais mon corps très bien et je sens jusqu'où je peux aller quand je dois lever le pied, etc. Et j'ai aussi, c'est aussi une des raisons pour moi pourquoi je préfère les courses avec assistance, sachant qu'aujourd'hui le train va plutôt dans l'autre direction des courses unsupported, comme ils disent, sans support. Donc là, j'ai l'équipe d'assistance derrière moi qui, eux, me voient sur mon vélo, ils voient mon état et ils peuvent aussi prendre des décisions à un moment donné de me dire, voilà, stop, maintenant tu t'arrêtes. Voilà, à un moment donné, c'est plutôt eux qui prennent les relais et qui prennent les décisions. Bon, et comment tu prépares ton mental justement pour tout ça? Déjà rouler matin et soir, quel que soit le climat, c'est déjà pas mal pour se préparer, mais comment tu prépares ça? Ah, tu viens de le dire. Pour moi, c'est vraiment ça comment dire, l'entraînement mental, c'est ça. C'est d'avoir cette routine, de faire du vélo tous les jours, 2-3 fois par jour, de cette discipline. Voilà, c'est ça ce qui, pour moi, c'est la base. C'est ça ce qui fait ma force mentale, je pense. En course, après, tu peux te dire, là aussi, il faut connaître son corps, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. À un moment donné, il faut savoir s'il y a un concurrent qui te dépasse. Voilà, il faut savoir dire non, je ne vais pas le suivre, je vais le laisser et je vais gérer mon effort et je vais essayer de le rattraper par après. Donc tout ça, c'est vraiment de la confiance en soi et de pouvoir compter sur ses forces. Je pense que ça, c'est très important. C'est comme ça aussi que j'ai remporté plusieurs courses. Par exemple, le Race Across Italy, où je vais y aller dans 3 semaines. C'était des scénarios très similaires, où à un moment donné, il y a des concurrents qui me dépassent et je me dis, à ce moment-là, lui, il était plus fort, je vais le laisser partir. Sur le coup, ça peut faire mal ou ça peut être frustrant, mais voilà, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Et puis espérer ou compter sur ses forces, son endurance, voilà, sa résistance sur la fin. Il faut aussi parfois stick to the plan, se tenir au plan. Est-ce que toi, tu as un plan, justement, que ce soit dans la préparation, dans la stratégie de course, surtout qu'on n'est pas sur des courses de 2 heures, quoi. On est sur des courses de 2 semaines plutôt, 2 semaines plus maintenant, mais voilà. Est-ce que toi, tu as un plan, que ce soit sur la prépa ou sur la course? Non, comme j'ai dit, je connais mon corps très très bien et je pense que entre-temps, je sais ce qu'il faut faire pour que je sois en forme quand il le faut. Maintenant, je n'ai pas de plan fixe tous les jours où je me dis, voilà, aujourd'hui, je dois faire autant d'heures avec des intervalles tel et tel. Non, ça. Et je ne travaille pas avec un entraîneur non plus. Donc, c'est aussi un peu dû à ma situation professionnelle, familiale, etc. Voilà, tu as toujours d'autres contraintes qui font que tu ne peux pas faire ce que tu avais prévu. Et donc, je roule un peu comme j'ai envie, comme j'ai le temps. Et voilà, comme cela peut arranger vie professionnelle et vie privée. Tu me casses mon rythme parce que du coup, j'allais te demander des bons conseils, des bons tuyaux pour celles et ceux qui voudraient se mettre aussi à l'ultra et performer comme toi. Mais du coup, tu n'as pas de recette. Il y a pas, there's no plan. Je ne dirais pas que je n'ai pas de plan du tout. Donc, disons, il y a plus disons, pas de plan micro, c'est plus un plan macro. Donc, je sais que voilà, aller sur un mois ou sur les semaines,
je sais quand il faut que j'augmente un peu le volume, qu'il faut que je fasse un peu plus dénivelé. Voilà, donc je fais quand même ce genre de trucs, mais c'est pas maintenant, j'ai pas de plan sorti pour sortir, hein, donc c'est vraiment plus high level. Alors, on a passé rapidement un petit peu en revue ta première partie de carrière. Tu nous fais un highlight de ton palmarès, des plus beaux moments, des plus beaux podiums, parce on l'aura compris, tu es quand même relativement habitué au podium ou à la marche juste après, les quatrièmes. Les deux participations à la rame, évidemment, bon, ça reste je dirais, parmi le top. Après, ce qui m'a marqué très fort aussi, c'est mon record du monde 24 heures que j'ai établi ici à Luxembourg en 2020. Donc c'était, après, tu as différentes catégories hein, dans les records 24 heures. C'est sur piste intérieure, extérieure ou sur un circuit. Et moi, j'avais fait sur un circuit à l'extérieur. J'avais fait 915 km. Le record à l'époque il était de 895, je pense. Donc voilà, j'avais assez largement battu le record. Entre-temps, il a été rebattu. Mais bon, à ce moment-là, donc je détenais vraiment le record du monde et ça, c'était vraiment un truc génial. Hein. C'était en plus, comme j'ai dit, sur un circuit. C'est ce que j'allais dire, sur un circuit outdoor. Donc le mec, c'est un hamster, quoi. C'était un circuit de 4,4 km, donc ça allait encore. Hein. Il y avait un peu de distraction quand même. Hein. Et comme c'était à l'extérieur, c'était en pleine, juste après premier confinement Covid. Donc, il n'y avait pas encore d'événements sportifs ailleurs. Donc, le moment était vraiment idéal. Hein. J'avais tout le focus presque national hein, de la presse, tout le public. Donc, tous les gens étaient là. En plus, le résultat sur la fin, voilà, il était là. Donc, ça pour moi, ça reste peut-être même la plus belle expérience de ma carrière en tant que cycliste. Et tiens, pour les Luxembourgeois qui nous écoutent ou ceux qui connaissent le Luxembourg, le circuit il était situé où? C'est sur un bassin d'eau autour de Vianden. Donc, c'était sur les hauteurs. Il y a une station hydroélectrique. Donc, il y a un bassin d'eau. Donc, c'est tout à fait plat. Avec le revêtement était plus ou moins OK aussi. Bon, pas idéal, mais bon, ça allait. Et donc, le circuit faisait 4,4 km. Et ça, c'était vraiment génial. Bon, l'année d'après, j'ai fait aussi une tentative de record du monde sur un vélodrome à l'extérieur. Bon, ça, c'était un peu plus monotone déjà. Hein. Donc là, on tournait sur un rang de 400 mètres. Je faisais à peu près 930 km, mais donc ça, c'était... C'est pas la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. Mais bon, comme tu dis, c'était à l'extérieur, donc ça allait encore. Ouais, mais en même temps, ça travaille le mental. Moi, je sais que quand j'ai préparé ma traversée de la France en courant, j'étais encore partiellement au Luxembourg et j'ai beaucoup couru le long de la Moselle entre Grevenmacher et Rémisch. Voilà, entre Grevenmacher et Rémisch. Et c'est vrai que quand c'est tout plat et que c'est tout droit, le mental, ça travaille. Donc pareil, quand tu fais des tours de piste sur un vélodrome, ça fait travailler, quoi. Ouais. Non, mais ici, donc le premier but, c'est évidemment le record des 24 heures, mais après, tu as aussi des records intermédiaires. Hein, donc, tu as 6 heures, 12 heures, tu as 100, 200, 300 et 500 km et miles à chaque fois. Et là, si tu bats également les records intermédiaires, voilà, ça te donne de la motivation. Tu as des buts intermédiaires, donc ça te permet de rester quand même concentré et pas seulement... sur les 24 heures. Quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un qui veut se lancer dans l'ultra, qui veut se lancer dans des records comme ça, qui veut peut-être juste simplement se lancer dans un projet qui te fait vibrer, comme toi, tu as fait de la course amateur et puis tu t'es rendu compte que plus t'es long et plus t'es bon et meilleur t'étais. Donc tu as eu un déclic quelque part. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui cherche ce déclic ou qui l'a trouvé et qui voudrait se lancer? Premièrement, je dirais qu'il ne faut pas hésiter et qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, je ne suis pas un surdoué. Hein, mon point fort, c'est peut-être ma discipline. Et voilà, la chance que j'ai peu de blessures ou pratiquement jamais. Donc, c'est peut-être l'avantage que j'ai. Mais sinon, voilà, je dis toujours, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir certes du respect devant ces courses-là. Hein, il ne faut pas prendre à la légère non plus.
Mais je pense que si on est motivé, si on veut vraiment le faire et si on est motivé, si on a la discipline, je pense voilà, tout le monde, entre guillemets, peut y arriver. Hein. C'est pas quelque chose de surhumain ce qu'on fait. Hein. Non, certainement pas. Hein. Certainement pas. Hein. Voilà, il faut pas hésiter, pas avoir peur. Du respect, oui, mais pas avoir peur de se lancer. Bon, ça marche. Écoute, Ralph, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aurais bien voulu toucher du doigt aujourd'hui? Écoute, on a un peu fait le tour. Hein. Après, je trouve que l'ultra, voilà, c'est une discipline vraiment magnifique. Hein. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir des régions, des pays entiers que je ne connaissais pas avant. Donc ça aussi, je pense que c'est un aspect qui est très important. Hein. Enfin, tu disais, on ne prend pas vraiment plaisir lorsqu'on traverse les États-Unis. Je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord parce que bon. Non, j'ai pas dit que tu prends pas plaisir. J'ai dit que tu visites pas. Mais tu visites pas, mais quand même, d'une autre manière. Tu traverses un pays à vélo, donc c'est une autre chose que tu traverses en voiture. Donc certes, la nuit, tu vois rien. Ça, je suis d'accord, hein, mais tu vois quand même des beaux paysages. En général, voilà, on traverse des régions qui sont quand même pas trop mal. Race Across France, par exemple, voilà, tu traverses des régions magnifiques. Hein, je trouve que ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est un élément très important pour moi aussi. C'est bien noté. Juste pour terminer, où est-ce qu'on te suit, qu'on te contacte, qu'on t'encourage, qu'on vient contribuer à tes éventuelles collectes de fonds pour tes prochains objectifs? Je suis présent sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Hein, il y a mon surnom Dizzy, D-I-Z-Z-Y. Là, on peut me trouver si on veut. Je suis pas trop Insta ou autre. Je suis surtout concentré sur Facebook encore. Vieille génération. Hein. On est des boomers. Hein. On n'a pas 50 ans, mais pas loin. Et est-ce que, comme l'ami Steven Le Yarrick, tu es un fan de partager sur les réseaux pendant que tu roules? Non. Toi, t'es à fond dans ton expérience? Non, il y a mon équipe d'assistance, oui, ils postent des nouvelles pour ceux qui veulent bien me suivre, oui, non, mais moi personnellement, non. Hein, moi, je me concentre sur mon effort et je laisse les autres gérer ça. Ça marche. Écoute, merci encore, Ralph. On te souhaite une bonne continuation. Bon Racecross Italy dans quelques semaines. Et puis, un petit coucou quand même à Aurélien Dobels qui nous a mis en relation et qui, lui, va faire le tour du Luxembourg en courant au mois de mai. Est-ce que tu vas l'accompagner sur une ou deux étapes avec le vélo ou pas? Ok. Ça, c'est un beau projet, ça. Ouais. Ça, c'est un beau projet. Moi, course à pied, c'est pas trop mon truc. Hein. Non, mais tu lui fais l'assistance en vélo, tu lui tends le bidon de temps en temps. Voilà, je vais lui proposer ça. Ça marche. Merci beaucoup, Ralph. À bientôt. Merci beaucoup à toi. Ciao. Ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!